Décembre 2016, une étudiante japonaise de 21 ans, Narumi Kurosaki, disparaît mystérieusement de sa résidence universitaire à Besançon. Des cris déchirants sont entendus cette nuit-là par des voisins, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Au cœur de cette affaire criminelle intercontinentale qui a mobilisé la justice française, japonaise et chilienne se trouve Nicolás Zepeda Contreras, son ex-petit ami chilien. Accusé d'avoir parcouru 11 000 km pour la tuer par vengeance après une rupture non acceptée, il a été 2 fois condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour assassinat, malgré ses contestations constantes. Mais un rebondissement judiciaire majeur vient d'annuler sa dernière condamnation, ouvrant la voie à un 3e procès. L'affaire Narumi Kurosaki, un crime sans corps, un suspect qui refuse de parler et une quête de vérité qui, après des années de procédure et de souffrance pour la famille, n'en finit pas. Narumi Kurosaki était une jeune femme japonaise née à Tokyo en juillet 1995. À seulement 21 ans, cette étudiante brillante avait déjà obtenu une prestigieuse bourse au mérite de l'université de Tsukuba, un établissement très réputé au Japon. C'est en août 2016 qu'elle avait posé ses valises en France, plus précisément à Besançon, où son objectif était de faire un échange universitaire à l'université de Franche-Comté. Elle avait d'abord perfectionné son français au centre de linguistique appliquée, avant d'entamer un semestre en licence d'économie. À son arrivée, Narumi avait rapidement pris ses marques. Elle occupait une chambre, la 106, au premier étage de la résidence universitaire Théodore Rousseau. Ses camarades la décrivaient comme une personne solaire et dynamique, d'une sociabilité presque occidentale pour une japonaise. Elle se faisait des amis avec une facilité déconcertante, sortait et explorait sa nouvelle région. Dès septembre, elle avait rencontré Arthur Del Piccolo, un étudiant qui parlait japonais avec qui elle avait entamé une relation en octobre. Tout semblait s'ouvrir pour elle. Pourtant, une tension persistait. La jeune femme avait bien mis fin à sa relation avec Nicolás Zepeda Contreras, son ex-petit ami chilien rencontré au Japon. Selon les propres déclarations de Nicolás, la rupture était devenue officielle le 6 octobre 2016. Une autre version laissait entendre qu'elle était partie au Japon sans avoir réellement rompu avec lui. Le dimanche 4 décembre 2016, Narumi Kurosaki a été vue pour la dernière fois. Ce jour-là, elle a quitté son cours de danse vers 16h, mais la soirée a pris un tournant inattendu. Elle l'a passé en compagnie de son ex-petit ami chilien, Nicolás Zepeda. Il était venu spécialement en France pour la revoir, parcourant des milliers de kilomètres. Ils ont dîné au restaurant La Table de Gustave à Ornans, à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Des caméras les ont filmés sortant du restaurant à 21h57. Plus tard, vers 22h58, d'autres images de surveillance les ont montrés arrivant à la résidence universitaire de Narumi. Nicolás était donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. La question est, que s'est-il passé derrière les portes closes de la chambre 106 cette nuit-là ? Dans la nuit du 4 au 5 décembre, aux alentours de 3h20 du matin, une quinzaine d'étudiants de la résidence ont été réveillés par des cris déchirants, suivis de bruits sourds. Une étudiante britannique, Rachel Hope, a même envoyé un message terrifié. « J'ai peur, j'ai entendu un bruit comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. » Pourtant, personne n'a osé intervenir, ni appeler la police. Nicolas, lui, a toujours affirmé que ces cris n'étaient que des gémissements d'extase lors de leur relation intime. Le lendemain, Narumi n'est pas apparu à ses cours. Cela a immédiatement alarmé ses amis et ses professeurs, car la jeune japonaise était réputée pour son assiduité. L'inquiétude commence à grandir. Ses amis ont commencé à recevoir des messages jugés étranges envoyés depuis son téléphone. Arthur Del Piccolo, son petit ami de l'époque, a reçu un SMS lui demandant de la laisser tranquille, un message de rupture inattendu. D'autres proches ont reçu des nouvelles incohérentes. Les messages parlaient d'un problème de passeport nécessitant un voyage à Lyon, alors que le consulat compétent se trouvait à Strasbourg. Le ton, le vocabulaire et même les fautes d'orthographe ne correspondaient pas à Narumi. Un billet de train Besançon-Lyon a bien été acheté avec sa carte le 6 décembre, mais aucun témoin ne l'a vu dans ce train. Les messages ont cessé après le 12 décembre et son compte Facebook n'a plus été consulté après le 13, date du retour de Nicolas au Chili. Le 15 décembre, la police alertée par l'université est intervenue dans sa chambre 106. La pièce était parfaitement rangée, un détail qui a interpellé les enquêteurs et ses amis, habitués à son désordre. Son manteau, son ordinateur et son portefeuille contenant 500 € étaient sur place. Mais sa grosse valise orange, une couverture, son passeport et son téléphone avaient disparu. Si aucune trace de sang n'a été trouvée, la salle de bain, elle, semblait avoir été nettoyée intensivement avec des produits détergents. Ces indices, conjugués à la découverte que la note du restaurant d'Ornans avait été réglée par une carte bancaire chilienne, ont rapidement orienté les soupçons vers Nicolas. L'étudiante japonaise avait disparu, laissant derrière elle un silence assourdissant et de nombreuses questions qui continuaient de hanter l'affaire. Nicolás Zepeda, ce petit ami chilien, avait été rapidement mentionné par Arthur Del Piccolo, le nouveau compagnon de Narumi. Arthur l'avait dépeint comme un homme jaloux et possessif, capable de pirater le compte Facebook de Narumi. Ces messages à Narumi
retrouvés sur l'ordinateur de la jeune femme témoignaient d'une extrême tension. Il lui demandait d'effacer certains contacts comme Arthur et se montrait menaçant, lui reprochant de s'être comporté comme le diable. Une vidéo postée sur Dailymotion en septembre 2016 où il fixait des conditions pour leur relation et exigeait qu'elle paie un peu ce qu'elle a fait, avait également mis les enquêteurs sur la voie d'un mobile de vengeance. Le procureur Manteau a même théorisé que le mobile était double. Soit Narumi revenait avec lui, soit personne ne l'aurait et elle mourrait. Les traces de sa venue en France furent méticuleusement reconstituées. Nicolas était arrivé en Europe le 29 novembre 2016, avait loué une voiture à Dijon le 30, réservée depuis le Chili le 17. Des achats troublants avaient été faits le 1er décembre dans un hypermarché à Dijon. Un bidon de 5 litres de combustible pour chauffage d'appoint, une boîte d'allumettes et un pulvérisateur de détergent au chlore. Des articles peu courants pour un touriste. De plus, le GPS de sa voiture de location avait révélé des allers-retours quotidiens vers Besançon entre le 1er et le 4 décembre, avec des passages près de la résidence universitaire de Narumi. Les enquêteurs ont même constaté que la voiture rendue le 7 décembre était couverte de boue, à l'intérieur comme à l'extérieur, comme si elle avait traversé un bois. Une destination suspecte, la forêt de Chaux, où le téléphone de Zepeda avait borné après la disparition. Initialement, les enquêteurs avaient écarté l'hypothèse d'un crime commis par Nicolas, le pensant trop loin au Chili. Mais la découverte que le dîner à Ornans, la dernière soirée de Narumi, avait été réglé avec une carte bancaire chilienne a tout changé. La piste était devenue beaucoup plus claire. Nicolas Zepeda Contreras était désormais le suspect numéro 1. Mais comment le traquer, lui qui était déjà reparti au Chili? Et surtout, s'il était l'assassin, où avait-il caché le corps? Les recherches allaient se révéler très difficiles. Un crime sans corps, un défi pour la justice. Les années s'écoulaient, mais la justice française ne relâchait pas ses efforts. Après une longue attente, le dossier d'instruction, entièrement traduit en espagnol, était finalement transmis aux autorités chiliennes en 2019. Une délégation française inculpant le procureur de Besançon s'était même rendue à Santiago en avril pour participer à l'interrogatoire de Nicolas. Lors de cette confrontation, menée par une procureure chilienne, le suspect avait exercé son droit de silence, refusant de répondre aux questions. Le processus d'extradition s'était avéré compliqué, mêlant enjeux judiciaires, diplomatiques et médiatiques. Pendant 3 longues années, l'incertitude avait plané sur la possibilité de ramener Zepeda en France. Mais un tournant inattendu se profilait. Le contexte social au Chili, marqué par des vastes mouvements contre les inégalités et un fort essor du féminisme, avait peut-être influencé la décision. Nicolas Zepeda, issu d'une famille aisée et soupçonné dans une affaire de disparition de femmes, cochait les 2 mauvaises cases entre guillemets, comme le soulignait un observateur. Finalement, le lundi 18 mai 2020, la Cour suprême au Chili autorisait son extradition vers la France. Une décision inédite qui débloquait la situation. Assigné à résidence à Viña del Mar fin juin, il était pris en charge le 23 juillet 2020 par la police chilienne. Le lendemain, le vendredi 24 juillet, l'avion transportant Nicolas s'était posé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris. Ce même jour, triste coïncidence, Narumi Kurosaki aurait fêté ses 25 ans. Une fois en France, il avait été présenté à un juge et immédiatement mis en examen pour l'assassinat. La justice française avait enfin mis la main sur son principal suspect. Le 2 février 2021, la juge d'instruction de Besançon avait décidé de renvoyer Nicolas devant la cour d'assises du Doubs pour assassinat. Malgré un appel de la défense, cette décision était confirmée quelques mois plus tard, le 19 mai 2021. L'heure du procès avait sonné. Le premier procès s'était ouvert le mardi 29 mars 2022 à Besançon. Cet événement, surnommé Grand Procès par le ministère de la Justice, avait une dimension internationale exceptionnelle. Des équipes d'interprètes assuraient une traduction simultanée, des horloges affichaient les heures de 3 continents et de nombreux témoins étaient entendus en visioconférence depuis le Japon et le Chili. Pendant les 11 jours d'audience, la famille de Narumi, dont sa mère Taeko et sa sœur Kuromi étaient présentes, le cœur lourd. Devant la cour d'assises, Nicolas Zepeda, vêtu d'une chemise claire et d'une cravate, était apparu impassible, défiant les attentes. Il avait nié l'assassinat de Narumi, assurant n'avoir jamais commis de violence. Ses explications sur les achats troublants, combustible, allumettes et détergents, effectués avant la disparition ou sa balade nocturne dans la forêt de Chaux, prétextant vouloir voir les lumières de Noël, avaient semblé confuses et peu crédibles aux enquêteurs. Les experts, eux, l'avaient dépeint comme un individu manipulateur, manquant d'empathie. La mère de Narumi avait livré un témoignage poignant, décrivant Zepeda comme un génie maléfique et puéril. Malgré l'absence du corps de Narumi, l'accumulation de preuves avait pesé lourd. Le 12 avril 2022, la cour d'assises du Doubs avait rendu son verdict. Nicolas Zepeda Contreras était reconnu coupable de l'assassinat de Narumi Kurosaki et était condamné à 28 ans de réclusion criminelle. La peine s'accompagnait de 15 ans d'interdiction de port d'armes et d'une interdiction définitive de séjour en France. Des dommages et intérêts étaient également alloués à la famille Kurosaki et à Arthur Del Piccolo. L'accusé et ses avocats avaient immédiatement annoncé un pourvoi en appel.
La défense, assurée par de nouveaux avocats, avait soulevé les zones d'ombre du dossier, interrogeant l'absence de mobile clair, les modalités du meurtre et l'introuvable corps. Mais après 3 semaines de débats et 5 heures de délibérés, le verdict était tombé le 21 décembre 2023. Nicolas était à nouveau condamné à 28 ans de réclusion criminelle, la même peine qu'en première instance. C'était une nouvelle victoire pour la justice, mais la famille de Narumi restait en quête de la vérité absolue. Le corps de leur fille demeurait introuvable, un secret emporté par l'accusé. Pour la famille Zepeda, c'était un nouveau choc. Mais est-ce que l'affaire était-elle enfin finie? L'histoire allait prouver que non. Le 26 février 2025, cette fois, la Cour de cassation annulait cette condamnation pour un vice de procédure, ouvrant la voie à un 3e procès. Le mystère de Narumi n'avait pas dit son dernier mot.